2 ans d'opération militaire spéciale russe en Ukraine. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. Les réalités de la Russie d'aujourd'hui, pays dans lequel je vis et travaille depuis 16 ans, pays dans lequel je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, qui est mon activité principale. Et depuis maintenant 3 ans, j'aide aussi les particuliers qui ont des projets de vie et de travail en Russie, les particuliers qui veulent s'installer pour vivre et travailler en Russie ou avec la Russie, les gens qui veulent lier leur destin avec la Russie. Je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle Ruspatriation. La Ruspatriation, je mettrai le lien vers la Ruspatriation en descriptif, dans le descriptif de cette vidéo. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc à la fin de l'été dernier, donc un livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez vous abonner à ma newsletter, le rêve russe, puisque tous les mardis, en fait, ça fait maintenant, je crois que c'est la 30e, je sais plus combien. Mais voilà, j'écris tous les mardis une newsletter où je parle de la Russie, en fait. Je parle de la Russie dans toutes ses réalités, ses contradictions. Je parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui, de l'économie, de la politique, de la démographie, de la société, des lois, de tout. Voilà, je parle de Russie. Aujourd'hui, je ne suis pas en Russie, vous l'aurez deviné. J'aurais pu être dans le sud du pays, mais non, je suis à Chypre. Chypre, qui est un peu ma base arrière, comme beaucoup de Russes d'ailleurs. Chypre, je suis parti une semaine à Chypre en vacances. Voilà, donc je suis dans mon jardin. C'est un peu paradisiaque. On est le 24 février et il fait beau, il fait chaud. On est le 24 février, 2024. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans jour pour jour que l'opération militaire spéciale russe a débuté. Il y a 2 ans, je me souviens, on se réveillait à Moscou et on s'est levé, on a regardé les nouvelles et on a vu la carte des frappes russes sur le territoire ukrainien. On a amené les enfants à l'école, on est parti au bureau et tout le monde était sonné. C'était la grande surprise et la grande gueule de bois. Donc 2 ans que l'opération militaire spéciale russe a commencé. Je voudrais dans cette vidéo parler un petit peu, faire une espèce de bilan et partager avec vous quelques réflexions sur la situation globale. Alors pour la Russie d'abord bien sûr, et en Russie, c'est important. Et puis après parler un petit peu de comment est-ce que moi par exemple, comment est-ce que les gens autour de moi, comment est-ce que les entrepreneurs par exemple français en Russie ont vécu tout ça. Donc la première chose, alors on entend beaucoup d'analyses sur la situation, principalement donc les 2 volets, c'est l'économie et le militaire. Alors on entend de tout, des gens qui disent que la Russie a gagné, il y a des gens qui disent que l'Ukraine a déjà gagné, il y a des gens qui disent que l'économie va bien, des gens qui disent que l'économie va mal. Je vais tenter de mettre sur tout ça un regard droit et juste, dur et juste, sur la situation telle que moi je la vois. Je ne suis pas analyste militaire bien entendu, mais par contre je sais lire des cartes, je sais faire des statistiques et surtout je suis dans l'économie, dans le tissu économique. Donc globalement je vais vous parler un petit peu de ce que je vois moi au sein de l'économie des entreprises, du marché du travail, etc. Donc la première chose, c'est que on va parler tout de suite de la dimension militaire, peut-être pour l'évacuer parce qu'elle est assez dure à lire. Je crois que quand l'opération militaire a commencé, les Russes ont tapé fort en mode blitzkrieg et que globalement ils ont mis un uppercut qui a plausiblement mis l'Ukraine quasiment KO. D'ailleurs, tout de suite, vous vous rappelez, hein, les Ukrainiens étaient prêts à négocier en Turquie, etc. Ils étaient prêts à signer un accord de stop de conflit. Ils avaient bien, je pense, conscience de l'état de leurs forces à l'époque et ils savaient très bien qu'ils allaient se faire tordre le bras rapidement. Et je pense que personne, ni les Ukrainiens, ni les Russes, n'avaient à ce moment-là idée peut-être de l'engagement que les Occidentaux étaient prêts à mettre au niveau matériel pour soutenir l'Ukraine. Donc les Ukrainiens étaient prêts à signer, le chaos était presque consommé. Je pense que la guerre aurait pu et dû s'arrêter là, mais la perfide Albion, les Anglais ont incité les Ukrainiens à ne pas négocier, à ne pas signer et on dit on vous soutiendra. Et donc l'Amérique et l'Angleterre, sur les 2 dernières années, ont été les 2 gros soutiens moraux, politiques, financiers de l'Ukraine. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? L'uppercut de la Blitzkrieg c'est pas terminé par un chaos. Et donc, je pense que les troupes russes, 170 000 hommes qui étaient envoyés là, n'étaient pas une force d'occupation militaire du tout. Et on ne les a pas envoyés en leur disant vous allez faire une guerre de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas là pour ça.
Donc effectivement, suite au Blitzkrieg, on a eu l'année 2022 à partir de l'été. Les Russes ont compris qu'il n'y aurait pas de négociation à court terme. Et donc, les stratégies ont sans doute évolué. Et donc à l'automne 2022, rappelez-vous, il y a eu deux moments que les médias nous ont présentés comme des espèces de grandes victoires ukrainiennes. C'est le retrait des forces russes du nord du pays et le fait que les Russes mobilisent. Oui, les Russes ont fait une mobilisation parce qu'ils ont compris que leur contingent de 170 000 hommes n'était pas suffisant. Ils ont compris que la guerre allait s'intensifier et ils ont compris qu'ils avaient des pertes évidemment. Ils ont compris, comme les Ukrainiens, et ils ont compris que la guerre allait durer. Donc il y a eu une mobilisation et puis donc il y a eu, après ces deux moments difficiles, donc il y a eu la sortie des troupes russes, le recul des troupes russes du nord dans la zone de Kharkov. Et après il y a eu au sud la sortie des troupes russes de l'ouest du Dniepr, à Kherson, qui sont repartis à l'est. Voilà, donc dans les médias c'était l'effondrement de l'armée russe. Et puis en fait c'est pas ce qui s'est passé, puisque l'armée russe elle a changé de stratégie. Sa stratégie ça a été l'attrition, stratégie qui est poursuivie aujourd'hui du reste. C'est-à-dire que sur tout 2023, les Russes ne sont pas dit on avance, les Russes se sont dit on va exterminer l'armée ukrainienne. Ils ne veulent pas se rendre, donc on va les démilitariser. Voilà. Donc la démilitarisation à laquelle on a assisté depuis maintenant près de 10 mois et qui s'est traduite en fait si on regarde l'année 2023. 2022 on a eu l'impression qu'il y a une espèce de moment de flottement côté russe, que la stratégie était un peu illisible, pour beaucoup de gens c'était pas clair. Pour les Occidentaux, c'était l'effondrement et le retrait. Pour les Russes, les russophiles, les pro-russes, c'était qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on comprend mieux maintenant ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les Russes ont consolidé les positions défensives en attente de cette grande contre-offensive ukrainienne qui a eu lieu l'année dernière en 2023, à partir de juin, donc sur près de 8 mois. Et cette contre-offensive ukrainienne, c'était un pistolet à un coup. Et elle a donné quoi? Elle a donné que les Russes ont repris Soledar, ont repris Bakhmut, ont repris Avdiivka en début d'année. Donc en fait, les Ukrainiens sont épuisés. Ils n'ont pas percé, pas avancé. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et de matériel, possiblement beaucoup. C'est la débandade. Du coup, il y a eu un changement de direction à l'armée ukrainienne. Vous avez vu, Zaloujny a été remplacé. Voilà. Et donc 2023, clairement, militairement, on peut dire que les Ukrainiens ont pris la pâtée. Donc aujourd'hui, début 2024, tout le monde se demande est-ce qu'il y aura une offensive russe? Est-ce qu'il y aura une seconde contre-offensive ukrainienne? Elle a annoncé déjà, mais avec quelles ressources, quel matériel? Et surtout, voilà, le front a l'air assez, pour l'instant, gelé, figé. Les grandes questions, c'est terminer la prise de la DNR après Avdiivka, donc c'est arrivé sur les deux villes que sont Kramatorsk, Slaviansk, qui sont les deux derniers bastions, gros bastions urbains on va dire. Et après se posera la question de l'oblast de Kharkov, sous Belgorod, et sans doute, grande question, c'est le sud du pays, mais à l'ouest du Dniepr, donc vers Nikolaev et Odessa. Moi, je me demande bien comment ça va se terminer. Est-ce que l'Ukraine va s'effondrer politiquement, économiquement, militairement? Est-ce que la perfusion occidentale va être augmentée? Aujourd'hui, ce matin, on a appris qu'il y a énormément de sanctions. Il y a plus de sanctions, 500 sanctions américaines qui ont été votées encore, mais voilà, il y a un paquet de sanctions européennes. Donc, très difficile de dire comment militairement ça va évoluer. On a l'impression quand même que les Occidentaux sont un petit peu maintenant dans le doute, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'il n'y aura pas de reprise des territoires occupés par la Russie, tenus par la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tenter de reconstruire une armée et tenter de refaire une contre-offensive? Moi j'ai de gros doutes. Est-ce qu'ils vont tenter de geler le front? Est-ce que les Russes vont accepter? Grande question, on verra bien ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que 2024 va sans doute, à mon avis, mon impression, va sans doute être beaucoup plus difficile militairement. Je pense que la guerre va s'accentuer. Je pense que le matériel occidental livré, c'est la fuite en avant et que donc ils vont tenter de peut-être prendre le risque de laisser des frappes sur le territoire russe, laisser faire des frappes par les excités ukrainiens sur le territoire russe. Je pense que c'est une erreur stratégique parce que les Russes vont répondre. Et voilà. Donc sur le plan militaire, si 2022 a pu créer des doutes, et les Russes ont dû, à mon avis, faire un 180 degrés de changement de stratégie, 2023, on a vu que la stratégie était la bonne. C'est-à-dire que l'immense contre-offensive ukrainienne, elle a pris quelques kilomètres carrés, au prix de pertes, à mon avis, invraisemblables. Mais sur l'année, les 3 grandes villes stratégiques qui ont été prises par la Russie.
Donc c'est quand même invraisemblable. Vous avez une année de contre-offensive ukrainienne, mais c'est la Russie qui gagne des villes. Un échec total, une erreur stratégique majeure. Ce que les élites ukrainiennes ont fait est terrible pour les Ukrainiens. Et à mon avis, c'est un coup. Donc je ne vois pas du tout comment les Ukrainiens relanceraient des opérations d'ampleur en 2024 et avec quel matériel. On va voir, mais la situation militaire semble tourner à l'avantage de la Russie maintenant, et ça c'est lentement mais sûrement, ça semble incontestable. Voilà, sur le plan militaire. Sur le plan économique maintenant. Sur le plan économique, je crois qu'on va être à 19, on va atteindre les 20 000 sanctions à mon avis cette semaine. 19 000, 20 000 sanctions. C'est incroyable de vivre en Russie sous les sanctions parce qu'en fait, quasiment rien ne change, tout simplement. Ni pour la Russie, ni pour la vie de tous les jours. Les gens qui ont des problèmes, c'est plutôt les Européens de Russie. Ce qui sont entre les deux pays, c'est les gens qui sont très connectés à l'Europe et l'Occident en fait, qui ont des problèmes bancaires. Donc aujourd'hui l'économie russe, le PIB a baissé d'un peu plus de 2% en 2022, 2,2%. Rappelez-vous que début mars, quand il y a eu les premières sanctions, on a annoncé des chutes de PIB de 9, 10, 12, 15%. Évidemment c'est moins 2, incroyable. 3,5% de croissance en 2023. Et là, on annonce 2,5 voire 3% sur 2024. Donc l'économie russe incroyablement résiliente, solide, la plus solide du monde peut-être. Hein. Je ne sais pas quel pays aurait pu subir 20 000 sanctions et avoir la croissance. Pas les pays d'Europe en tout cas. Imaginez la France sous 20 000 sanctions occidentales. Ils ne produisent plus rien. Donc non, l'économie russe incroyablement résiliente. L'inflation qui avait bondi en 2022 a été bien maîtrisée. Il y a de l'inflation en Russie comme partout. Mais je suis à Chypre, il y a beaucoup d'inflation aussi. Donc aujourd'hui, il y a une situation économique qui est bien meilleure que celle que vous pouvez prévoir ou attendre. Donc sur ce plan-là, tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Je pense que personne n'attendait, du point de vue militaire, autant de soutien occidental à l'Ukraine. Après, personne ne s'est dit avec autant de soutien, ils n'arriveront pas à percer, c'est pas possible. Si les armes magiques n'ont servi à rien. Donc tout le monde s'est trompé sur tous les scénarios en fait. Et là, sur l'économie, tout le monde s'est trompé parce que on n'attendait pas des niveaux de croissance comme ça. Donc en fait, tout est faux. Et tout ce qu'on prévoit est faux. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun scénario qui a été émis par qui que ce soit qui tient la route. Il n'y a aucun scénario prévisionnel qui s'est réalisé. Personne aujourd'hui n'est en mesure de prévoir les choses à court terme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que inexorablement, l'économie russe s'est adaptée aux sanctions et que donc les sanctions ne mettront pas KO la Russie. Ça, c'est la première chose qui est quasiment certaine aujourd'hui. On imagine mal quel type de sanctions pourrait bloquer la Russie. Et la deuxième chose, c'est que inexorablement, l'armée russe s'est remise en marche, s'est coordonnée, s'est adaptée, s'est ajustée. Et même si le départ a été compliqué, mais bon, attaquer un pays grand comme la France avec 150 000 hommes et en mobilisant 300 000 réservistes, arriver à occuper 20% de la France, en affrontant le matériel livré par 30 ou 40 ou 50 pays les plus riches du monde, je pense que c'est déjà un miracle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exploit militaire en réalité. Et que donc en fait, même si ça a été lent à démarrer peut-être, lent à s'adapter, ce qui est compréhensible, aujourd'hui la machine est lancée. Semble lancée en tout cas. Il y a des ajustements à mon avis technologiques très puissants sur la dimension des drones. Il y a 2 ans on ne parlait pas de drones, maintenant on vit que par les drones, on parle beaucoup des drones. Etc. Donc il y a plein de choses qui sont en mutation permanente, en évolution, et je pense que pour les deux parties c'est très compliqué. Mais il faut s'adapter, et là-dessus je pense que les Russes ont l'avantage. Voilà. Et pour revenir sur l'économie, on change. Il y a peu de différence. Les choses vont bien. Les gens qui sont venus en Russie toute l'année dernière ont pu constater à quel point tout était paisible, tranquille. Alors ouais, il y a des frappes de drones de temps en temps, surtout dans le sud du pays. Il y a un peu plus d'attentats. Il y a des complexes industriels qui brûlent. Il y a des hangars qui brûlent. Donc plausiblement, il y en a moins cette année. Il y en avait moins en 2023 qu'en 2022. Mais il y a eu des attentats plausiblement faits par les services secrets ukrainiens, peut-être des complices en Russie, etc. Il y a des lancements de drones qui doivent partir du territoire russe. Donc effectivement, il y a une situation mais très maîtrisée au fait. Voilà, donc globalement, sur le point de vue de la vie de tous les jours, de l'économie, tout continue. La Russie continue son développement intérieur très fort, elle s'industrialise, elle se digitalise. Les infrastructures s'améliorent d'année en année, ça va mieux. Les 2 dernières années de conflit, d'opérations militaires spéciales n'ont pas du tout
arrêter ces dynamiques de développement et de croissance. Au contraire, et la Russie en fait se réajuste à un nouvel environnement, un nouvel écosystème géopolitique à mon avis, géoéconomique, dans lequel elle est acteur clé. Et on a beaucoup parlé de la bifurcation vers l'Asie, vers l'Orient, etc. Oui, c'est ce qu'on voit. On voit plus de touristes arabes, on voit plus de touristes asiatiques, on voit plus de Chinois dans les rues. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui arrivent. Moi, j'accompagne, vous savez, mes clients, donc les sociétés étrangères, et on travaille beaucoup avec des Chinois maintenant. Donc, on a perdu nos clients français qui ont plus ou moins disparu. On les a remplacés. J'avais annoncé dans une vidéo que j'avais fait sur les 1 an de l'opération militaire spéciale. Je mettrai cette vidéo que j'ai faite il y a 1 an pour que vous puissiez écouter ce que je disais, ce que je prévoyais, qui s'est réalisé. Je prévoyais qu'on remplacerait nos clients français par des clients autres. C'est ce qu'on a fait. On les a remplacés par des clients chinois, par des clients russes, par des clients des Émirats Arabes Unis. Donc, sur ce point de vue-là, en tant qu'entrepreneur, moi, les choses se sont plutôt bien passées. Finalement, la bosse des sanctions et du désengagement de l'économie russe, des boîtes occidentales, des boîtes européennes avec qui on travaille, c'est bien fait. Et puis la ruspatriation se développe. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens pour moi. C'est pas le cas de tous les entrepreneurs français. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Tous les gens qui travaillaient dans le service pour les Occidentaux uniquement, comme les Occidentaux sont partis, ils ont perdu leurs clients. Donc ceux qui n'arrivent pas à se réajuster à d'autres clients, c'est compliqué. Ceux qui n'arrivent pas à changer d'activité, c'est compliqué. J'en ai parlé dans une vidéo, je remettrai le lien. En Russie, il n'y a pas de chômage. Il y a 2,5 millions d'emplois disponibles pour 400 000 chômeurs. Donc il y a vraiment un manque de main d'œuvre. Mais cette main d'œuvre qui manque, c'est surtout c'est pour des Russes, c'est pour des russophones et c'est surtout pour des gens qui ont des salaires plutôt bas, moyens bas, et qui ne sont pas forcément que sur Moscou. Donc ça concerne peu les managers occidentaux, les managers européens qui sont concentrés sur Moscou et qui ont des attentes salariales élevées qu'ils avaient dans les groupes occidentaux. Aujourd'hui, non. On a besoin de soudeurs, on a besoin de fraiseurs, on a besoin de livreurs, on a besoin de gens pour piloter des drones, on a besoin de techniciens, on a besoin de livreurs, on a besoin de caissières, on a besoin de vendeurs, besoin de vendeuses, on a besoin de chauffeurs-livreurs. L'économie russe, elle en manque de tout ça. On a besoin de gens pour mettre en paquet les produits dans les énormes entrepôts de livraison des équivalents russes d'Amazon comme Ozon ou Alberis, etc. Donc c'est des postes quand même d'entrée de gamme avec des salaires pas très élevés et c'est pas des postes pour les occidentaux. Donc pour les managers européens c'est très compliqué de trouver du travail et pour les jeunes européens qui viennent, ils ne sont pas russophones et ils travailleront rarement et difficilement à des salaires bas. C'est vraiment être des exceptions. Donc globalement il n'y a pas de chômage mais il y a peu de boulot pour les Européens. À part dans certains secteurs, mais ça on en parle, vous le savez lesquels. Quand vous me consultez. Donc, situation économique globalement pour les Russes et la Russie assez bonne. Les choses vont bien. On lit un peu des espèces d'analyses dans les médias français comme quoi c'est l'économie de guerre qui pousse tout. Oui et non. Non. L'industrie de la défense a créé de l'emploi. Elle a embauché près de 500 000 personnes. 500 000 personnes sur les 18 derniers mois. Surtout dans les grandes usines d'armement, dans l'Oural, etc. Mais 500 000 emplois créés, le nombre d'actifs russes, c'est 75 millions. Donc 500 000 emplois, c'est 0,8% des emplois actifs en plus. Donc c'est 1%. Donc c'est pas ça qui booste l'économie. Il n'y a pas que ça. L'agriculture se développe. Les services se développent, le digital se développe, l'IT explose, il y a beaucoup de choses qui se développent en Russie. L'industrie tout simplement augmente, etc. L'assemblage automobile, donc il y a beaucoup de choses avec la poussée chinoise, donc il y a beaucoup de choses qui se remoulinent et se remettent en place. Et donc globalement l'économie russe là-dessus a passé la bosse. Alors, mes prévisions, qu'est-ce que moi je pense qui va se passer et comment je vois, allez on va dire la prochaine année 2024. Attention, c'est dur de faire de la prévision, hein, ça a des risques, mais je vais vous dire comment je vois moi les choses arriver. Je vois les Occidentaux, les Européens prendre des paquets de sanctions additionnelles. Sur 2024, on va avoir des sanctions plus fortes, plus poussées. Là où je pense qu'ils vont faire une connerie, c'est que je pense qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils ont commencé à faire cette semaine, c'est-à-dire qu'ils vont sanctionner de plus en plus de boîtes de pays tiers. Ils vont attaquer les pays tiers qui aident la Russie à contourner les sanctions, qui vont attaquer les pays d'Asie centrale, ils vont attaquer la Serbie, ils vont attaquer les pays d'Asie, ils vont attaquer la Chine, la Turquie. Donc en fait, ce que j'avais décrit dans ma vidéo réflexion sur 1 an d'opération militaire spéciale, j'avais décrit le fait que l'Occident, en fait, en se jetant dans ce conflit contre la Russie et en braquant un petit peu, en se braquant le reste du monde indirectement, et donc j'avais dit qu'au lieu de mettre un rideau de fer autour de la Russie, c'est l'Occident qui allait s'enrouler d'un rideau de fer. Je pense que ça va continuer, ça va s'accentuer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se mettre à sanctionner plein de pays du monde
plein d'entreprises, plein de particuliers de nationalité XYZ. Et je pense que ça va accentuer la dynamique de fâcherie entre l'Europe et l'Occident et le reste du monde, qui va de facto se sentir de plus en plus soudé parce qu'il est sanctionné. Vous sanctionnez un pays, c'est une chose, vous en sanctionnez 8 ou 9, c'est autre chose, ils vont se liguer et se coaliser. Donc je pense que la dynamique que j'avais définie, que j'avais analysée, que je prévoyais à l'époque, rappelez-vous, hein, c'était il y a un an, et que magnifié par Emmanuel Todd dans son dernier livre, hein, le fait que l'Occident va s'auto-enfermer dans un sens et va se déclasser et se décrocher du reste du monde, je pense que ça va continuer. C'est une erreur stratégique colossale des Européens et des Occidentaux. Je pense que les élites européennes sont à un niveau d'incompétence, de non-compréhension du monde extérieur grave, et je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point le monde extérieur change. Donc, je pense que le décrochage, l'augmentation des sanctions sur la Russie et sur les pays tiers, avec des impacts limités à mon avis. On ne freine pas le commerce mondial quand on est l'Europe, on n'empêche pas le monde entier de commercer, on n'arrête pas l'économie chinoise, on n'arrêtera pas l'économie indienne, on n'arrêtera pas Dubaï, on n'arrêtera pas l'Arabie Saoudite, on n'arrêtera pas la Turquie, on n'arrêtera pas l'Afrique. Ça ne marche plus, c'est fini ça, c'est fini. Donc je pense que le décrochage et l'isolement de l'Occident par rapport au reste du monde va s'accentuer, la fuite en avant. Ça, c'est sur la dimension géopolitique. Sur la dimension russe, je pense que l'économie russe va croître cette année, peut-être 2 points de croissance, 2,5%, 3%. C'est paradoxalement pas assez, mais c'est beaucoup. Et avec une énorme difficulté principale pour l'économie russe, c'est la main-d'œuvre. Il manque 2 millions, 3 millions de personnes pour travailler dans l'économie russe. S'il devait y avoir une nouvelle mobilisation, peut-être en 2025, ça prendra encore des actifs, donc j'espère qu'il n'y en aura pas, et que pour l'économie principalement, et que la dynamique des engagés volontaires payés va continuer, parce que les gens des toutes petites villes et villages qui s'engagent dans l'armée russe ne sont pas des acteurs clés de l'économie, c'est pas forcément des gens qui vont travailler, et donc c'est des gens qui beaucoup vivotent, et par conséquent leur départ sur le front ne frappe pas de façon symétrique, n'a pas un impact symétrique sur l'accroissement du manque de main-d'œuvre de l'économie. Donc je pense que la grande difficulté de l'économie russe, là, ça va être de la main-d'œuvre. Je pense que la Russie devrait, et j'espère va se tourner vers des pays pour avoir des espèces, pour se créer des bassins de main-d'œuvre saisonnière qui pourraient venir appuyer l'agriculture, le service, les postes de XYZ, que j'ai cité préalablement, pour avoir une main-d'œuvre qui ne vient pas s'installer, pas d'immigration massive, mais qui peut soutenir l'économie. Voilà, donc je pense que ça, c'est la différence. Sur la partie décrochage civilisationnel, je pense que la Russie et l'Europe vont continuer à s'éloigner. Moi, je pense que le divorce est consommé. Je pense que la Russie et l'Europe vont continuer à s'éloigner l'une de l'autre. Je pense que les entreprises françaises qui partent de Russie font une erreur absolument colossale, je le répète, c'est une erreur stratégique colossale. Les places seront prises, les assets seront pris. Si les Européens gèlent les assets russes en Europe, les Russes vont faire pareil. C'est le non-retour, il n'y aura pas de retour. Et de toute façon, après tout ça, puisqu'après la guerre, il y aura toujours la Russie, et il y aura une Ukraine réduite territorialement, de 20, de 15, de 20, de 30%, de 40%, ça je ne sais pas. Mais il y aura toujours des pays, il y aura toujours la Russie, et le retour des entreprises françaises ne sera pas possible, ne sera plus possible, parce que je pense que la confiance sera rompue, surtout côté russe. Donc je pense que c'est une erreur stratégique des entreprises françaises de quitter le marché russe. Les places vont être prises par des acteurs tiers, par des Turcs, par des Indiens, par des Chinois, par des Iraniens. Donc erreur colossale pour le business français à mon avis, et européen en général. C'est du suicide. L'Europe se suicide, c'est absolument tragique en tant qu'Européen de Russie d'y assister, mais on a les élites qu'on mérite. Pensez-y, les élections arrivent. Derrière, pour la vie des Français de Russie, la communauté française de Russie, elle s'est réduite à peu près. Tous les gens qui travaillent dans des groupes étrangers ont été rapatriés. Ils ne voulaient pas partir, mais on les a contraints à partir. La plupart voulaient rester, que ce soit très clair. Et puis restent en Russie des Français installés, des Français comme moi qui ont fait leur vie en Russie, qui sont mariés, installés, qui ont des enfants scolarisés évidemment, qui travaillent ici et qui ne souhaitent pas repartir. Finalement, il y a une espèce de ménage qui s'est fait, et restent les bons Français, les Français patriotes de la Russie, les gens qui sont du côté russe.
en fait, tout simplement. S'installent de plus en plus de gens qui ont compris ce qui se passe, qui ont compris la big picture et qui vont s'installer en Russie parce qu'ils ont compris ce qui est en train de se passer. Donc en fait, ce qui est plus dur pour les Français de Russie, c'est peut-être d'être toujours entre deux mondes, paradoxalement, entre deux mondes qui s'éloignent l'un de l'autre. Quand vous êtes un Français de Russie, vous avez un pied dans chaque pays, on va dire, la famille en France, vous habitez en Russie, etc. Et vous sentez que vous êtes en mode grand écart parce qu'il y a une rupture de fond, il y a une rupture, il y a une distanciation, il y a un divorce. Donc c'est très compliqué pour beaucoup de Français d'être en mode grand écart, en sentant cet éloignement permanent. Et la difficulté principale, c'est pour les Français de Russie, c'est la dimension financière, c'est-à-dire c'est les virements internationaux, parce que vous avez des gens qui habitent en Russie, qui ont des crédits en France, qui soutiennent leur famille en France, etc. Et des gens qui travaillent et qui ont besoin de nourrir leur famille ou aider leurs parents, solder leurs crédits simplement, qui vivent normalement. Donc des gens qui... Voilà, et là c'est beaucoup plus difficile pour eux, parce qu'évidemment il y a cette espèce de, on va dire, de rupture. À court terme, qu'est-ce que je crois? Je crois que Poutine sera élu président de la Fédération de Russie, les 15, 16, 17 mars. Donc là-dessus, il n'y aura pas trop de surprises. Et je pense que la Russie va continuer l'opération militaire spéciale jusqu'à avoir démilitarisé toute l'Ukraine, jusqu'à ce que l'Ukraine dise stop, ok, on signe. Voilà, moi je crois que c'est ça qui va se passer. Et les sanctions occidentales n'y feront rien. Les Occidentaux n'y feront rien. Ils seront obligés de mettre l'Ukraine à table pour signer, en essayant de sauver la face. Et sinon, la démilitarisation va continuer. La démilitarisation va continuer. Voilà. Donc en fait, la Russie, les deux dynamiques auxquelles on va assister en 2024, c'est démilitarisation de l'Ukraine qui va continuer, la démilitarisation. Et la deuxième dynamique, c'est la désoccidentalisation de l'économie. Voilà. Donc c'est deux dynamiques parallèles. Et je pense qu'on va assister à des rapprochements d'intégration en Eurasie, entre l'Eurasie et l'Asie, des dynamiques plus fortes avec la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Je pense qu'ils vont aussi jouer des rôles un peu de tampon entre l'Occident et l'Eurasie non alignée, c'est-à-dire la Chine, l'Iran et la Russie. Je crois que ces deux pays arabes là vont jouer un rôle stratégique de plus en plus important. Et je pense qu'on va assister à des choses intéressantes avec les BRICS cette année. Je pense que la consolidation des BRICS va s'accentuer et que dans cette dynamique de consolidation des BRICS, la Russie, c'est le seul BRICS européen. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. La Russie, c'est le BRICS européen. Je mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de cette vidéo que je suis en train de filmer. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Sacrée guerre, c'est terrible. Merci Oncle Sam en tout cas. Merci les Américains d'avoir déclenché une nouvelle guerre en Europe et en Eurasie. J'espère que l'opération militaire spéciale va arrêter la guerre, bien sûr. En tout cas, je pense que la Russie va passer la bosse. Donc, tout ce à quoi on assiste, en fait, c'est une accélération de l'histoire. Aujourd'hui, il est très dur de prévoir les choses à court terme. Tout évolue un peu de façon inattendue, atypique, imprévisible, tout. On le sent très fortement en Russie. En Europe, peut-être qu'on ne voit que l'inflation et l'aggravation de la situation. Mais en Russie, on voit les choses avec un angle beaucoup plus large. On voit de nouvelles opportunités, on voit de nouvelles accélérations, de nouveaux ralentissements, des choses qui remarchent. On a une vision beaucoup plus oblique et sans doute plus opaque parce qu'on n'a pas de vision claire de ce qui va être. En Europe, vous avez une vision claire de ce qui va être, c'est que ça dégrade et ça se déclasse, pensez-y. Mais voilà, je pense qu'on est surtout dans une accélération de l'histoire, l'opération militaire spéciale, elle accélère l'histoire dans des directions pour l'instant imprévisibles parce qu'on ne sait pas ce qui en sortira. Pour l'Europe, malheureusement pour les Européens, et l'Europe, il y a une certitude, c'est que l'accélération, c'est l'accélération du déclassement. Et les Européens n'ont plus les ressources morales, politiques, économiques, à mon avis, de faire face à cette accélération parce que le monde change. Les Européens n'en sont visiblement pas conscients. Et le monde change et les États puissants, les États-civilisations, les États riches, il y en a partout, émergent, s'affirment et prennent une voie de développement qui est la leur et qui n'est pas celle que les Occidentaux voudraient. Donc je pense qu'il y a un déclassement de l'Occident dans le monde et l'opération militaire spéciale, c'est l'accélération de l'histoire. Passionnant d'être au milieu de tout ça. Je vous laisse, c'était tout pour aujourd'hui, c'était ma vidéo sur les 2 ans de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Je suis encore à Chypre quelques jours et après je rentre à Moscou
capitale de l'Eurasie. Je rentre à Moscou et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo sans doute à Moscou. Sans doute à Moscou la semaine prochaine dans la neige pour parler de vous. Puisque la prochaine vidéo, ce sera la réponse à toutes vos questions. Je vais communiquer là-dessus. Vous allez juste me poser plein de questions et moi, je vais faire une vidéo pour répondre à vos questions. Partagez cette vidéo, likez cette chaîne, abonnez-vous, c'est vraiment important. Suivez-moi sur Telegram, sur YouTube et surtout partagez mes réseaux sociaux, partagez cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.